tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'étude de dégel du mois d'août. Alors oui, je suis dans une position qui n'est pas habituelle, à savoir qu'en fait, je vais vous la faire un peu racontage de life, si je peux dire ça. J'ai acheté ceci. Alors c'est un espèce de siège à bascule qui est assez bas mais qui est assez profond, de la marque Ikea. Je l'ai trouvé en occasion, donc je ne suis pas choquée pour la housse. Je vous explique tout de suite. Donc c'est là que j'ai trouvé en occasion. C'est de la marque Ikea. En fait, j'ai trouvé en occasion. Je ne connais pas le vrai prix en magasin. La housse par contre, pas. Attendez 2 secondes. Vous ne trouverez pas en magasin avec cette housse-ci. Ce sera des housses généralement colorées, blanc, etc. Je vais vous montrer tout. Peut-être pas. Parce que j'ai peur de vous faire tomber. J'ai mon portable, je vous pose. Donc voilà, je vais vous faire voir vite fait. C'est avec des boutons. Comme je vois, c'est une housse qui à la base, elle est blanche. Et en fait, la dame qui m'a vendu ce siège à bascule m'a dit que justement, en fait, elle l'avait fait elle-même, cette housse, pour justement éviter de trop tacher. Donc elle a trouvé du tissu, elle l'a fait elle-même. Je vais voir plus ou moins les coutures comme elle l'a fait, mais je pense que je vais garder comme ça. J'adore le tissu en tout cas qu'elle a choisi, c'est pas très bien. Donc ce qu'en fait, j'avais besoin d'un petit siège, enfin quelque chose d'assez sympa que je vais mettre au niveau de mes deux bibliothèques pour être un peu en mode lecture cocooning, justement en mode cocooning devant mes bibliothèques. Et à savoir que j'ai rajouté un petit plaid qui est sous forme molletonnée, vous voyez, avec des motifs, vous voyez, très Noël. Je l'avais présenté en photo sur mon Instagram, mais ça doit faire 2 ans que je l'ai encore. Il est très épais, je l'ai dû l'avoir acheté à Babou, si je dis pas de conneries. Je l'aime bien parce que justement, étant donné que c'est assez profond, je peux me mettre en tailleur là-dessus. Sachez une chose, actuellement vous êtes dans cette position-là, vous avez mes caméras, vous êtes actuellement sur le bord de quelque chose, un petit meuble. En fait, j'ai l'intention de trouver un trépied et de vous mettre un peu plus de ce côté-là, en fait, pour avoir en fond les deux bibliothèques et pas qu'une seule. Bon, là vous avez les deux, mais d'avoir un angle qui fait que je vous retrouve plus dans un coin. Ça, ce que j'aimerais bien. Actuellement, vous êtes comme ça. Si vous aimez comme ça, dites-le moi en commentaire, ça me serait bien. Ça me plairait bien de le savoir. On va commencer tout de suite parce que sinon ça dure un petit peu trop long. Alors, certes, j'ai lu entre guillemets, mais pas autant que je l'avais prévu. Pour la seule bonne raison, c'est que certes, j'étais en congé pour ceux qui ne savaient pas, mais je m'ai fait des trucs pendant mes congés, donc la lecture, tout ça. Mais un peu la lecture entre parenthèses, j'ai repris avec le boulot. Mais j'ai quand même lu un livre, c'est le 4e volume. Je pense pas à tous ces trucs à part parce que ça raconte plus ou moins de la même chose sur certains points, mais à voir par la suite. Et donc j'ai lu, ça va forcément chroniquer le tome 4 d'Axolot, le volume 4, pardon, d'Axolot de Patrick Baude chez Delcourt, histoire extraordinaire et surprenante. Donc c'est le tome 4. Cette fois-ci, cette chère petite Axolot est sous forme de poupée voodoo, moi j'appelle ça les vieilles poupées. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos la chaîne YouTube de Patrick qui s'appelle donc Axolot. Et ça vient de l'Axolot avec un. En fait, vous prenez le nom là et vous rajoutez à la fin. Donc Axolot là. Et c'est vraiment toujours aussi bien ce format racontage, un petit peu d'histoire étonnante et avec des axes franchement hyper bien faits. J'adore en fait. Après, c'est vraiment un choix. En termes d'acquisition, c'est un truc que je devrais faire plus souvent. C'est en fait déposer des livres dans des boîtes à livres. Je sais qu'il y a des livres dans mes bibliothèques qui sont de vieilles éditions. Des livres que je ne sais que je ne lirai pas et que je ne voudrais pas garder dans ma bibliothèque, mais que je sais que je ne pourrais pas vendre. Donc je pense que l'idée des boîtes à livres, c'est bien pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Il y a que des avantages aux boîtes à livres. Même moi, j'en prends, mais il faut que j'en dépose quelques-uns parce que ça peut toujours être utile. Je sais comment. Il y en a une place de la République. Alors j'habite le Mans même, hein, parce que c'est pas. Il y en a une place de la République, il y en a une au Parc Théodore Monod, à son métal un peu cuivre, un peu vieilli, etc. Faut que j'en dépose quelques-uns, ça c'est clair. Lesquels encore, j'en sais rien. Mais moi j'aime bien.
souvent regarder ce qu'il y a et peut-être prendre quelques livres. C'est le cas pour 3. Un qui n'est pas spécial pour moi, mais que je dis je peux toujours dans une bibliothèque. Et 2, à voir s'ils ne me plaisent pas. C'est rare justement dans une boîte à livres. La première, c'est l'imagerie des bébés, la vie des bébés. Donc la conception est d'Émilie Beaumont et Nathalie Beino. La pâte à modeler de Christelle Medjian, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Et la prise de vue est de René Brassard et c'est aux éditions Françoisière. Donc c'est un livre où la couverture est un peu de bébé. Des pages sont cartonnées et justement c'est des petites images comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment fait en pâte à modeler. J'aime beaucoup. C'est vraiment très bien pour les tout petits bébés. C'est pour ça que je le garde, c'est pour toujours très amusant, c'est adorable. Voilà, actuellement, donc, je vous fais une histoire sur le fait de déposer des livres. J'ai halluciné comme quoi l'année scolaire était finie. Donc je suis allée voir mes parents en Champagne, on allait se promener en ville. Enfin, j'ai fait promener ma nièce qui va justement... Alors on est le samedi 1er août, qui justement lundi 3... la samedi 1er septembre, pardon. Et ma nièce va rentrer en petite section lundi, donc lundi 3 août, c'est la rentrée. Et donc je dis, je vais emmener dans un parc où il y a des jeux à Champagné. Il y avait une boîte à livres à côté. Je vous promets que la dernière étagère en bas, c'était rempli de cahiers d'annales pour la 3e. Je vous promets. Pour la 3e, attends, ce que vous voulez. Je disais, mais comment je ferai à tout prix. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Autre livre, j'adore le fantastique. Si ça me plaît pas, je lis pareil. Je vais la vendre. Peut-être pas tout à l'heure, parce que je vois le prix de base, je pense que dans une boîte à livres, ça va être bien. Il s'agit de La Maison Enragée et autres nouvelles fantastiques de Richard Matheson aux éditions Librio dans la collection Imaginaire. Donc là, c'est test intégral. Et si vous savez, les petits livres à 2 € là. Donc moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien le fantastique, j'aime bien les nouvelles. À voir. Et le dernier livre que j'ai pris dans la boîte à livres que j'ai pris, c'est Les Messieurs de Grande-Val de Christian Signol aux éditions Françoisière. J'ai vu qu'il y avait c'était en 2 tomes. J'ai oublié le nom du 2e tome. Je vais vous lire le résumé parce que moi-même je ne saurais expliquer l'histoire. Enfin, en fait, tant que j'ai pas lu un livre, je n'arrive pas à le raconter moi-même. Le résumé, pardon, excusez-moi, c'est samedi, j'ai eu ça qu'à moi c'est déconnecté. À Grande-Val, aux confins de la Dordogne et du Limousin, on est maître de forge de père en fils. Et Fabien, l'aîné, sait qu'il succédera à Éloi, patriarche autoritaire et intransigeant, qui règne sur le domaine. Mais, en ce milieu du 19e siècle, les mentalités et les idées évoluent. Et la concurrence aussi se fait de plus en plus rude. Un climat de contestation que partage bientôt Fabien Grande-Val par amour pour Lina, fille d'un métayer, jusqu'à oser tenir tête à son père auprès de sa liberté et de son destin. Amour interdit, destin brisé ou accompli, lutte des classes. Christian Signol revient à la saga avec un talent immense. Donc c'est un livre qui n'est pas très épais, ouais, c'est toutes anciennes éditions. Enfin, il n'a pas l'air si ancien que ça, il a l'air plutôt récent. Je sais même pas quand est-ce qu'il a été édité. Parce que les pages font jauni. Hein. Quand on regarde un peu le contour, on sent que c'est jauni qui date. Hein. Donc je sais pas quand est-ce qu'il a été édité celui-là. 2005. Donc c'est pour dit les 90, enfin de ces eaux-là. Bon, j'ai pas fait attention à ce genre de petits détails. J'ai pas en fait enlevé petit détail de le timbre. Donc comme j'ai rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a une personne devant moi qui s'appelait Liliane. Sur de petits détails, tout ça qu'il a noté. J'aimerais bien laisser un petit mot dedans si je le lis, etc. Je trouve ça vraiment plus qu'intéressant. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à la FNAC et j'ai vu 2 livres qui me plaisaient. Donc je vous en parle un petit peu tout de suite. Le premier d'amant, c'est le tome 4 d'Axolotl. Je crois que je vais pas m'attarder plus là-dessus. Je vous raconte vite de quoi ça passe. Ça fait plusieurs petites histoires un peu textuelles racontées sous forme de BD. Il y a des objets extraordinaires comme ça, et le cabinet de curiosité. Donc voilà, si vous êtes curieux de tout, je vous conseille évidemment l'autre achat FNAC que je l'ai acheté. Je suis actuellement à la moitié du tome 2, mais c'est des livres qu'on peut mettre facilement pour 6 mois et les reprendre sans forcément couper parce qu'il n'y a pas forcément de fil conducteur. Enfin, il y a un fil conducteur dans l'histoire, mais je veux dire, les chapitres ne se relient pas entre eux. Ceux qui les ont lus savent très bien de quoi je parle. J'ai acheté le tome 4 des Pourquoi d'histoire de Stéphane Bern, l'association Alpha Michel. Je suis compte qu'il était plus grand que les autres parce qu'en fait les autres sont achetés à Françoisière, ils sont plus petits. Pour ceux qui ne savent pas, je
J'adore ce que fait Stéphane Bern. Je félicite le choix d'Emmanuel Macron de l'avoir choisi pour sa mission pour le patrimoine. Alors actuellement, le 1er août, le 1er septembre, pardon, comme j'ai dit, et à midi, j'ai entendu que voilà, ça allait plus très fort vis-à-vis de Stéphane Bern, vis-à-vis de cette mission de sauver le patrimoine. Je n'ai pas trop compris. Je crois qu'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour savoir ce que ça va donner, espèce de base de doute, etc. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment bien ce qu'il fait. Il a même lancé le loto du patrimoine. C'est-à-dire que faire un loto normal et une partie de cet argent va être versé à des. Comment dire, pour des lieux qui ont besoin de. Alors, il y a beaucoup de monuments qui ont besoin de restaurer et donc qui ont besoin de sous. Besoin d'argent. Je dis là, on peut terme de sous comme si je parlais des enfants. Des formations professionnelles, donc ont besoin d'argent. En fait, on versé donc plus de 1000, 2000, je crois, candidatures justement pour ce loto du patrimoine. Et seulement 18 sites, 18 lieux pour en bénéficier de cette première journée du loto du patrimoine. Je trouve que c'est bien. Nous, la France, on est très, très attachés à notre patrimoine. Et je trouve ça dommage de le voir un peu tomber en ruine. Il y a 3 ans, on a visité un château avec mes parents et mon frère. Il était en train de tomber en ruine. Et s'ils n'avaient pas des visites, le château, ça serait comme un petit amas de pierre et c'est tout. Donc voilà, moi je trouve que pour ce genre de bouquin en général, qui, s'il y avait possibilité de verser à justement un type de. Comment dire, justement pour pouvoir, comment dire, sauver notre patrimoine, ce serait bien. Genre, pas énormément, genre en pourcentage, genre 2-3%. Enfin, après, je sais pas ce que ça vous avez du bouquin, mais qu'il y ait au moins une partie qui soit retrouvée. Reverser justement à ça, à la mission de Stéphane Bern, parce que franchement, je trouve ça dommage qu'il y ait un patrimoine dedans. Bref, les pourquoi de l'histoire, ça parle de quoi vite fait? Ça parle justement des pourquoi de l'histoire. En fait, c'est une question toute bête qui dure sur deux pages au moins. Vous voyez, ça, deux pages, 1, 2. Et après, on tourne la page, on a un autre truc tout simple qu'on se dit, ouais, pourquoi? Par exemple, savez-vous pourquoi Anne de Bretagne a été couronnée reine de France par 2 fois? Pourquoi Mazarin a fallu dormir sur la paille? Pourquoi dit-on en voiture Simone? Pourquoi François Ier avait employé la ruse pour conquérir la belle Françoise de Foix? Pourquoi le drapeau américain se compose de 13 bandes horizontales? Pourquoi le roi de Sicile est-il normand? Pourquoi le radeau de la Méduse fait scandale? Pourquoi on dit que Paris vaut une messe? Paris vaut une messe, je crois que c'est par rapport à Henri IV. J'ai un doute, je crois qu'il y a un délire comme ça. Et les légendes autour d'Henri IV, comme ça. Pourquoi Anne de Bretagne a été mariée reine de France par 2 fois? Elle a été mariée à un premier roi de France, celui-ci est mort, s'est marié à un autre roi de France, donc 2 fois reine de France. Mazarin fait de Paris, je sais pas. Pourquoi c'est d'origine Simone, j'en sais rien. Alors, pourquoi le drapeau américain se compose de 13 bandes horizontales? C'est par rapport aux 13 colonies avant la guerre d'indépendance, etc. Donc voilà, moi je sais des trucs, mais j'ai besoin d'apprendre des choses. Les fans d'Astérix, je pense à vous. Pourquoi les Gaulois avaient-ils peur que le ciel leur tombe sur la tête? Je crois qu'il y a une légende derrière. Je crois l'avoir entendu cette réponse-là. On dit qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête parce que ça veut dire que c'est une colère des dieux, en fait. C'est des leurs comme ça. Donc franchement, je vous les conseille, j'adore les couvertures en tout cas. Toujours avec des petits portraits de personnages historiques. Là, il y en a que le premier. Les autres, je les connais pas. Voilà, on apprend des trucs. Je me suis dit que fin d'année prochaine, je voulais au moins me faire un livre gratuit à France Loisirs. Et en fait, je me suis sur une offre où je prenais 3 livres, j'avais 100 points. Donc là, actuellement, je suis. Enfin, au moins, cette vidéo, j'avais 190 points. Je suis allée donc aujourd'hui pour justement m'acheter mon livre trimestriel et me prendre un livre gratuit. Donc sachez que ce livre trimestriel et ce livre gratuit ne sont pas dedans. D'accord? Parce que j'ai acheté le 1er septembre, donc on remet le book call à 0, entre guillemets. Donc je me suis pris 3 livres, donc il m'a permis d'avoir 100 points gratuits. Et donc j'ai pu acheter un livre gratuit facile. Le premier que j'avais présenté qui me tombe sous la main, sachez qu'il y en a toute une biographie, les 2 autres, je sais un qui a l'air d'être un truc fantastique, je sais pas trop, enfin c'est. Et l'autre c'est un peu sur limite arthurien. Le premier c'est tome 2 de Bleu Blanc Sang, donc blanc. Le premier donc c'est bleu. En fait, la trilogie s'appelle Bleu Blanc Sang et chaque tome, par exemple le premier tome, c'est tome 1 c'est bleu, le tome 2 c'est blanc et le tome 3 c'est sang. Donc voilà, je sais pas, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les tomes ou je sais pas trop quoi, qu'ils étaient indépendants les uns des autres.
Est-ce que c'est vrai ou pas? Dites-le moi en commentaire. Donc, je vais vous lire le résumé pour pas me faire perdre trop de temps. Juillet 2018, Eva Brunante a promis au patriarche de la riche et puissante famille Tour de l'aider à trouver les 5 toiles de Justine Latour Maupas, encore dispersées à travers le monde. Chaque seconde compte car la survie de l'Empire Tour est en jeu, mais aussi et surtout l'honneur d'une dynastie meurtrie par les trahisons et les combats. C'est en fait l'équipe de la France entière qui est mise en péril. À la quête des tableaux manquants et de l'artiste suintré Eva dans une saga familiale allaitante traversée d'amour intense et de haine féroce. La couverture blanche, ça fait un peu bizarre, surtout avec la tache de sang, mais on va bien. Ah, j'ai oublié de le dire, donc c'est de Bertrand Puard et c'est évidemment aux éditions François aussi. J'ai également pris la prêtresse d'Avalon, pardon, de Marion Zimmer Bradley aux éditions de François Loisir. J'ai dans la bibliothèque là, on les voit, les deux petits livres qui sont là. Je sais pas si vous voyez ma main. Les deux qui sont là, qui sont donc, je vais vous le dire, les Dames du Lac, les Secrets d'Avalon. Là, la différence, c'est qu'on tient toute liste que les autres ont en effet de gomme. Je sais pas de bêtises. Voilà, on a une espèce d'effet gomme neuve. Donc, ça tourne beaucoup sur les jeunes saturés, notamment les femmes. Hein, j'ai remarqué beaucoup au nom des résumés. Je préfère le lire, les résumés, parce que tant que j'ai pas lu le roman, c'est un peu dur. Hop là, j'en juste un petit ici. Alors, quand Rianne, haute prêtresse d'Avalon, découvre qu'elle est enceinte, des sœurs plus âgées la mettent en garde. Cette 5e grossesse, engendrée par Coelius, pourrait bien lui coûter la vie. Mais renoncer à enfanter une nouvelle fois serait lier l'existence de la magie. Et Rianne sert depuis trop longtemps la déesse pour ne pas se remettre à ses desseins. C'est ainsi qu'à un souffle, elle donne le prénom de Hélène à sa fille, que Merlin accueille dans ce monde avec ses prophéties venues des étoiles. L'enfant naît au tournant de l'automne, juste au moment où la nuit fait place à l'aube se tiendra au tournant de l'air, au portail entre deux mondes. Les prêtresses rassemblées comprennent évidemment qu'elle sera la dame du lac un jour, comme sa mère. Mais Merlin, bien que le ciel lui a montré grandeur et puissance, n'a pas vu ce qu'elles espèrent. Il lui semble que cet enfant est destiné à emprunter une route différente de celle que toutes les prêtresses d'Avalon ont parcourue jusqu'ici. Car s'annonce au tournant crucial dans l'histoire, peu à peu les religions païennes anciennes perdent terre face au christianisme et Hélène va connaître une des plus grandes évolutions spirituelles qu'elle ait jamais eues. J'ai vu qu'il y avait un ordre dans les romans de Marion Zimmer Bradley, livre addict. Souvent je le regarde, je me trouve les épisodes manquants. Parce que après, est-ce qu'il peut suivre un comportement des autres ou il y a forcément notre chronologique? Je ne sais pas. Donc je vous remercie de mettre. Je vérifierai de toute façon. La biographie, je l'ai achetée parce qu'il y avait le nom d'un personnage donc j'aimerais en savoir un peu plus. Enfin, quoi, déjà pas mal, mais on racontait tellement de choses sur cette personne. J'ai vu le livre, j'ai dit attendez, j'ai vu déjà vu la personne en question, puis comment cette personne a fait beaucoup de choses pour un domaine. J'ai donc pris La vie mouvementée d'Henriette Campan. Comment la femme de chambre de Marie-Antoinette révolutionna l'éducation des femmes. Donc c'est de Geneviève Haroche-Bouzinac, donc toujours aux éditions François Loisir. J'ai regardé parce que je me suis renseignée un petit peu. J'ai vu qu'elle était professeure à l'université d'Orléans. Elle était prof de lettres. Elle est quoi? Prof de lettres, je crois, un truc comme ça. C'est là que je ne sais pas forcément tout, mais je me renseigne quand même sur un petit peu. J'ai vu qu'elle écrit pas mal d'ouvrages, donc elle est prof. Donc voilà, moi j'aime bien avoir la vie peut-être des profs, en tout cas qui enseignent. Je sais pas comme on dit, dans sa liste de choix, de parler de son bouquin, etc. Évidemment, il y a des photos. D'ailleurs, tout ce qui peut être photo d'Henriette. Je dis ouais, je dis c'est bizarre, il y a le portrait là. Et le portrait là, il y a un truc qui cloche. En fait, là, vous savez, le truc pour se couvrir les mains, pas ici. En fait, je dis, ça doit être deux tableaux différents. C'est le fait pour deux choses. Le fait qu'elle était la thème de chambre de Marie-Antoinette. Je pense qu'avoir la vue d'Henriette Campan, je crois que ça se pense comme ça, hein, son famille Henriette Campan, je suis pas sûre. C'est savoir quel rôle elle a vécu auprès de Marie-Antoinette. Excusez-moi, quelqu'un auprès de Marie-Antoinette, parce que Henriette Campan, de première âge, beaucoup de choses, je pense, en tant que femme de chambre, vous allez me dire.
Je connais pas le vrai rôle des dames de chambre, que ce soit vis-à-vis de la reine, vis-à-vis du roi, etc. Donc c'est vrai qu'elle est au premier âge vis-à-vis de Marie-Antoinette, la mère du dauphin, etc. Du Joséphine Joseph. Vis-à-vis de la famille royale, au moment où la Révolution française débute, donc à 1789. Et c'est le fait que, comment elle a révolutionné la question des femmes. J'aimerais bien savoir quel rôle elle a pu jouer et qu'est-ce qui a pu la pousser à ça. C'est une vie passionnante. Je pense que c'est une histoire de vie qui peut être plus qu'intéressante parce que c'est assez épais quand même. En fait, je m'en rends pas compte. Oui, pour moi, c'est une bonne briquette. À plus de 500 pages, je pense que c'est une briquette. 600 pages, pratiquement. Je vais vous donner le chiffre exact, 601. Alors, c'est la même chose, toute cette partie-là. C'est-à-dire, c'est pratiquement un peu plus de 100 pages. Sur les 600 pages, c'est que des notes, en fait. Tout ça, c'est vraiment la vie d'Ariette Campan. Et encore, vous voyez bien, c'est les lignes blanches, les photos, etc. Donc, ça, un peu moins de 500 pages sur la vie d'Ariette Campan. Après, il y a des notes en fonction du nombre de pages. Voilà, de la page 203 à 213, etc. En fait, c'est des notes par chapitre, en fait. C'est qui est vraiment intéressant. L'arbre géologique d'Ariette Campan. Mais je trouve pas Ariette Campan dedans. Peut-être qu'elle y est, mais je cherche pas. Enfin, je sais pas comment se compose cet arbre généalogique. Bon, après, il y a la chronologie. Là, c'est des annexes, en fait, tout ce qui peut être autre. Donc voilà, je pense que c'est une parcours d'une femme qui peut être vraiment intéressant à lire. Alors, en pâle, pour la pâle, il faut savoir une chose. Mon planning a changé de. Enfin, j'ai des horaires qui ont changé vis-à-vis de mon planning. Avant, je faisais. À part. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui dérange. À part le mercredi, je faisais 9h, 16h15. Et le mercredi, je faisais 11h30, 17h30. Vous comptez, ça fera 35 heures. Actuellement, le lundi, jeudi, vendredi, je fais 8h30, 15h30. 8h30, 14h30. Le mardi, 8h30, 16h30. Et le mercredi, 8h30, 17h30. Je fais toujours 35 heures, sauf que ça a été modulé. Il y a 3 jours dans la semaine où j'ai quasiment toute l'après-midi en paix. Donc je me dis, ça serait bien que justement ça me permette davantage de lire. Alors, ces livres-là sont un peu. Je sais pas, je faisais au hasard. En fait, tous les livres que je vous ai présentés avant sont en pause. Pause avec des méga gros guillemets. Parce qu'en fait, comme vous savez, en octobre, il y a la 25e heure du livre. Au Mans, comme toujours en début d'année. En début octobre, pardon, on est au début d'année, c'est plus la même chose. Et étant donné que j'ai regardé un peu le listing des auteurs qu'il y aura, j'ai fait en fonction de ça. Je vais vous les présenter maintenant. Sachant qu'il y en a plusieurs qui sont commencés, donc ça va aller vite un peu à la va-vite. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé hier mais que j'ai pas fini. Je vous l'avais déjà présenté, c'est donc le premier tome d'Alliance éternelle, donc le tome 1. Un nouveau cycle de Sandrine Roquia, le breton. Elle sera pas la 27e heure du livre, mais je crois qu'il y a des éditions Herveil qui seront. Un petit peu bon, il y a un petit fil en trop là, ça me dérange. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà bien avancée, donc si je m'y mets bien, ça devrait être très vite terminé. Un livre que j'ai commencé, j'ai perdu le marque-page, donc je suis un peu blasée. Il s'agit donc du tome 2 des 13 crânes du cristal d'Anne Chevalier Mao chez ACM. Donc, un bon bouquin que j'ai hâte de lire et de finir. En livre que j'ai commencé mais que j'ai pas fini, c'est le cas du cycle d'Ikis, donc le tome 1, La Cité des Abysses de Ariane Bricard chez le Héron d'Argent. Elle sera pas présente. Mais je voulais tout près de le finir pour pouvoir m'acheter un autre livre chez le Héron d'Argent. Surtout que je suis à une bonne moitié de lui, ça serait dommage de ne pas finir l'autre moitié. Alors là, des trois, il y en a un que j'ai commencé à lire hier. Je me suis dit, c'est très bien que je m'avance bien. Je ne suis pas grand chose. Ce que j'ai vu, c'est des chapitres qui sont très courts. Ils font genre 2-3 pages à voir. Elle n'avait pas fini de sortir l'année dernière quand je l'ai vu à la 25e du livre. C'est le Cénacle des consciences, le tome 1 d'Anne Chevalier Mao. Toujours sur la scène, vous l'avez par l'instant. J'ai juste à peine commencé, vous voyez, hein, j'ai lu 18 pages. Toujours aux éditions Le Héron d'Argent, j'aimerais bien lire ce beau livre-là, qui est donc Encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies. Donc c'est de Lionel Béra, Vanessa Keiko et Zénifine, aux éditions Le Héron. J'ai lu le tome 1 il y a des années, j'aurais plus de 5 ans. Je me suis dit, il faut tout prix que je lise le tome 2, parce que le tome 3 il est sorti. Je crois, si je dis pas de conneries. C'est le tome 2 des 7 portes de l'Apocalypse, donc le Graal de l'Aframonde, donc de Diana et Vanessa Calico, aux éditions tout le temps de Héron d'Argent.
J'ai l'intention de lire Les plus beaux contes de Bretagne de Dominique Camus chez Coop Breads. Voilà, je sais qu'il est présent, donc c'est un bon bouquin, moi je vous le dis. Très beau, vraiment style vieux roman. Ça c'est un choix. Parce que je sais que Dominique Camus est à la... sera à 25 livres, donc j'aimerais bien lire moins de ses livres pour pouvoir en prendre un autre. Et un autre tome, je voulais me le garder au début pour Halloween. Je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps de le lire pour Halloween? Je ne sais pas. C'est Fantasmagoria de Johanna Zahir, donc là en auto-édition. Donc c'est un peu le petit frère de Sanatorium en fait. Mais là c'est des petites nouvelles je crois, je sais plus trop. Je sais plus. Donc voilà, en fait je vais lire un autre de ces livres, voilà. Mais sachez qu'en priorité il y aura donc... sachez donc qu'en priorité il y aura donc le Cénacle des Consciences, La Cité des Abysses, hop là, un nouveau cycle, les plus beaux contes de Bretagne et Fantasmagoria. Les autres, ça sera vraiment une option si j'ai vraiment du temps pour les... Ces lectures de dégel du mois d'août sont terminées. Je suis désolée si c'est un peu fouillis parce que avec ce siège, il faut justement que je trouve la bonne posture pour vous présenter les livres. Donc je sais pas trop comment il faut que j'organise, comment je bouge, etc. pour pouvoir poser les livres et autres. Mais sachez que si vous avez des petites suggestions, vous en faites pas, je trouverai un trépied avant, vous en faites pas entre temps. Donc sur ce, je vous dis de bonne lecture et à bientôt.